Donc, bienvenue dans un nouveau chapitre. Et comme d'habitude, je commence toujours par vous rappeler la documentation utilisée dans la préparation de ce cours et dans la préparation de certains exercices. Le chapitre 4, c'est les sollicitations simples. Et on va commencer par la première sollicitation qui est la traction simple ou bien la compression simple. Par définition, une poutre qui travaille en traction simple, lorsqu'elle est soumise à deux forces axiales qui sont directement opposées et qui sont appliquées au centre de surface de section extrême et qui vont bien sûr allonger la poutre ou bien raccourcir la poutre. Dans ce cas, le torseur associé des efforts de cohésion est représenté par un seul élément de réduction qui est la force ou bien l'effort normal, N. Donc, votre torseur de cohésion, d'accord, réduit au point G, a une seule composante qui est l'effort normal. Les autres, par exemple l'effort tranchant, le moment de torsion, les moments de flexion sont nuls. Si votre poutre travaille en traction, l'effort normal, il est positif. Donc, on obtient quelque chose comme, par exemple, plus 50 ou bien plus 100. Et si votre poutre travaille à la compression, d'accord, là, il s'agit d'un effort normal négatif. Si je prends ce cas, par exemple, d'une poutre, si vous avez un allongement, une traction comme ça, qui donne un allongement, là, le N, l'effort normal, il est positif. Le but de ce chapitre 4, c'est, premièrement, on va introduire la notion de déformation. Et de là, on va tirer les déformations et les directions principales, telles qu'on a déjà vu pour les moments d'inertie et pour les contraintes principales. Deuxième partie, c'est étudier la répartition de la contrainte normale dans une section donnée. Et par la suite, on va étudier le comportement de ces pièces qui sont sollicitées à l'attraction. Et le comportement est défini par la relation contrainte normale et déformation longitudinale. C'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. C'est la loi de Hooke qui va vous donner justement la relation entre sigma et la déformation epsilon. Et vers la fin, on va poser la condition de résistance dans le cas des poutres qui sont chargées axialement. On commence par introduire la notion de déformation. Si vous avez un élément indéformable, indéformé, non déformé, c'est-à-dire ce carré par exemple, il peut subir cet élément, il peut subir une rotation rigide, c'est-à-dire il va garder ses limites, d'accord? Ou bien il peut subir un allongement horizontal ou bien un allongement vertical. C'est-à-dire si vous avez cet élément par exemple, d'accord, il peut subir un allongement comme ça, horizontal, ou bien un allongement vertical. D'accord? Et il peut subir aussi une déformation tangentielle, un cisaillement. D'accord? Tel que par exemple, si vous avez cet élément qui est carré, d'accord? Il peut subir, par exemple, comme ça, ce petit élément, il peut subir une déformation comme ça. C'est-à-dire l'angle initialement droit a diminué d'un angle ici bêta et un angle ici alpha. D'accord? Donc, si j'ai par exemple cet élément initial, voilà, d'accord, il peut subir une déformation, comme vous voyez, comme ça, c'est un cisaillement. D'accord? Dans le reste du cours, on va s'intéresser uniquement à l'allongement, c'est le cas de la traction, bien sûr. Mais on doit les définir toutes les deux. Premièrement, la déformation normale, ou bien l'allongement, extension en anglais, il est positif. Il est donné par le terme epsilon. La déformation, elle est donnée par le terme epsilon. La déformation normale. Elle est positive si les fibres augmentent de longueur. Par exemple, dans cette poutre, si vos fibres augmentent de longueur, là, la déformation normale epsilon, elle est positive. On va la définir. Epsilon, c'est le rapport de la variation de longueur, delta L, c'est-à-dire la longueur finale moins la longueur initiale, sur L0 qui est la longueur initiale,
c'est ce qu'on appelle le terme epsilon déformation normale. C'est un terme adimensionnel. Nous, on va s'intéresser à l'allongement lui-même, c'est-à-dire le delta L, que je vais appeler par la suite de mon cours le delta. Donc, le epsilon, il est donné par delta sur la longueur initiale L. Dans ce cas, le delta, qui est donné en millimètres en général, il peut être un allongement, c'est-à-dire un delta positif, c'est dans le cas d'une traction, ou bien il peut être négatif, c'est-à-dire vous obtenez un rétrécissement dans le cas d'une compression. Et le delta, sa valeur, elle est de quelques dixièmes de millimètre, quelques millimètres. Donc, si vous trouvez dans un résultat donné, une application donnée, quelques centimètres, donc c'est anormal. Donc, il faut revoir vos calculs. Maintenant, je passe à la déformation tangentielle. Cette déformation tangentielle, angulaire, elle va induire des variations d'angle. Si vous prenez ce carré, initialement carré, donc les deux côtés qui sont sous-tendus par des côtés, cet angle qui est sous-tendu par ce côté selon le sens positif de l'axe X et l'axe Y, si l'angle diminue, d'accord, par exemple là, alpha ici et bêta là, donc là vous avez une déformation tangentielle positive, qu'on appelle la distorsion en général. D'accord? Mais si vous avez une augmentation d'angle, comme dans ce cas de gauche, par exemple, l'angle initialement c'est 90 degrés, ensuite il a augmenté de 2 degrés, là vous avez une distorsion négative. Par convention, bien sûr. Dans la suite de notre cours, on va s'intéresser uniquement à la contrainte normale, à la déformation normale epsilon. Je définis encore la déformation de cisaillement, cette déformation qui est obtenue par ce déplacement des deux angles, je vais la définir par epsilon xy. Et dans la documentation, dans la suite de notre cours, on va l'appeler 1/2 de gamma xy. Et gamma, c'est la somme des deux angles. C'est la somme, c'est 1/2 de alpha plus bêta, les angles qui sont dans ce cas de droite. Et dans ce cas de gauche, vous avez uniquement le alpha, donc c'est 1/2 de alpha directement. D'accord? Donc si je vais tenir compte de toutes les composantes de déformation, je vais présenter le tenseur, toutes les déformations dans le cas général, par un tenseur d'ordre 2. C'est un tenseur matrice d'ordre 2 symétrique. D'accord? Vous avez les termes, par exemple, epsilon 1,2 qui est égal au terme epsilon 2A. Ce terme aussi, il est égal à celui-là, et ce terme, il est égal à celui-là par symétrie. Et là, on a utilisé les indices 1 et 2, on peut utiliser les indices x, y, z. C'est clair. Donc, ces 9 valeurs sont données par ces expressions qui sont là, dans le cas analytique, théorique, disons. Donc, les termes diagonaux, c'est les allongements, un allongement suivant x, un allongement suivant y et un allongement suivant z. Et les termes extra-diagonaux, c'est les termes de cisaillement, les distorsions. D'accord? Une fois que vous avez cet état de contrainte générale, on va s'intéresser à l'état plan, dans le but de chercher, bien sûr, les déformations principales. Parce que si vous avez une déformation principale, maximale par exemple, on pose la condition que cette déformation ne doit pas dépasser une certaine valeur. Sinon, votre système ne sera pas fonctionnel. Donc, je vais obtenir de la même manière ces directions principales ainsi que les directions principales correspondantes, de la même manière qu'on a utilisé pour les moments et les contraintes. C'est-à-dire, on va utiliser les équations de transformation avec rotation d'axe de coordonnées. Et là, on va, sans faire de calcul, on va utiliser les mêmes équations. Il suffit de remplacer chaque élément par son correspondant, par son équivalent. C'est-à-dire, pour les contraintes, nous allons remplacer le sigma x, la contrainte normale x, par la déformation epsilon x, la déformation normale. Nous allons aussi remplacer
la contrainte sigma Y par son correspondant direct qui est la déformation Y. La même chose pour la contrainte de cisaillement, nous allons la remplacer par la déformation de cisaillement. Et ainsi de suite pour toutes les autres. De même pour les valeurs dans le nouveau repère sigma x1, je vais la remplacer par epsilon x1 et je vais la même chose pour les deux autres. Et je vais obtenir de la même manière, la même méthode de calcul, je vais obtenir les équations de transformation des déformations. Epsilon, déformation normale suivant x1, epsilon, déformation normale suivant y1, et la déformation angulaire, la distorsion, suivant x1, y1. Et vous allez remarquer avec moi que ces trois déformations sont fonction des déformations dans l'ancien repère et en fonction de l'angle θ. Donc, je peux facilement calculer l'angle, la direction principale que je vais appeler θ et que je vais obtenir à partir de l'équation connue, le tangente de θ. Une fois que vous avez le θ, vous allez l'injecter dans les équations et vous allez calculer et connaître quelle est la valeur de déformation maximale et dans quel axe et suivant quel axe elle est maximale. D'accord? Et de la même manière, j'obtiens la déformation angulaire nulle avec toujours la déformation normale epsilon qui est la valeur principale, que ce soit maximale, par exemple, que ce soit minimale, l'une des deux. C'est la valeur principale. Et dans le plan principal, la déformation tangentielle, elle est nulle. D'accord? Mais nous, dans les applications réelles, on ne s'intéresse pas à la déformation nulle. On s'intéresse à la déformation tangentielle maximale. Même cette déformation ne doit pas dépasser une certaine valeur. D'accord? Elle est toujours dans le même cas, c'est le même cas que les contraintes, elle est toujours à 45 degrés par rapport au plan principal. Et sa valeur maximale, elle est donnée par cette expression. Une remarque très importante dans ce cas, c'est que les déformations epsilon et les contraintes sigma ont les mêmes directions. C'est-à-dire, prenons le cas simple d'une traction, il est clair que la contrainte maximale, dans le cas de la traction, la contrainte maximale, elle est dans ce sens. D'accord? Elle est dans ce sens. C'est clair que la contrainte maximale, elle va provoquer une déformation maximale dans la même direction. C'est-à-dire, les deux, elles ont les mêmes directions. Je reviens maintenant à notre chapitre proprement dit, c'est-à-dire la traction, et je vais m'intéresser à la répartition de contraintes sur une section donnée. Je vais prendre cette figure qui montre un chargement uniforme, d'accord, de la contrainte de chargement. Il ne doit être que uniforme. Si j'applique par exemple une force de traction comme ça, il est clair d'après les lois de la statique que cette force résultante, elle est centrée, qui est centrée au centre de gravité. Ces contraintes sont réparties uniformément, d'accord? Le chargement, il est uniformément réparti sur notre surface A. Et la loi, ou bien l'hypothèse qui permet de dire ça, c'est l'hypothèse de Saint-Venant qu'on a posée dans les hypothèses de départ. L'hypothèse de Saint-Venant, elle vous donne la répartition de contraintes au fur et à mesure que vous vous éloignez du point d'application de votre charge. Si votre charge, elle est appliquée à un point donné, proche de ce point, dans une section proche du point d'application, la répartition des efforts internes, elle est de cette façon. D'accord? Pour chercher la contrainte, on va prendre la valeur moyenne, c'est clair. L'hypothèse de Saint-Venant vous dit que au fur et à mesure que vous vous éloignez, vous vous mettez quelque part éloigné au point d'application, vous êtes sûr que la répartition des efforts internes, elle est uniforme, et de là, vous pouvez tirer directement votre contrainte qui est égale à la contrainte, à l'effort normal obtenu par la méthode de coupe sur A, la section de coupe.
Et N, dans ce cas-ci, on va appliquer la méthode de coupe. N, l'effort normal intérieur, il est égal à P. À P, à la charge appliquée dans le cas de l'attraction ou bien la compression. C'est-à-dire, on va prendre, dans ce cas, on va prendre deux cas. Je suppose, je vais travailler sur un plan normal à la coupe. C'est une coupe qui est normale à l'axe. C'est un plan normal. Je vais appliquer la méthode des coupes. D'accord? Je vais couper ici. Je vais tirer l'effort normal dans la section de coupe, qui est normale. Et je vais trouver directement sigma, la charge, la contrainte, sigma, qui est uniformément répartie sur la section. Elle est égale à l'effort normal sur la section de coupe, qui est sollicitée. Et la contrainte normale, dans mon cas, dans le plan normal, elle est donnée par mégapascal en unité, parce qu'en RDM, l'effort, il est très important. C'est pour ça qu'on utilise des mégapascales, c'est-à-dire 10 puissance 6 newtons. Maintenant, si vous avez un plan incliné et vous voulez justement calculer, chercher quelles sont les contraintes et quelles sont leurs valeurs dans ce plan incliné, dans une poutre qui est sollicitée par un effort de traction. Donc, je vais faire une coupe à A, d'accord? Dans la section, elle est égale à A sur cosinus θ. C'est cette coupe qui est là. Donc, la méthode de coupe, elle me permet de calculer P, cette valeur interne qui est égale à P, et par la suite, les deux composantes de cette force. Dans ce plan incliné, vous avez deux composantes, P cosinus θ et P sinus θ. Et les deux composantes, elles vont engendrer des contraintes, chacune dans son plan. Par exemple, sigma, c'est la contrainte normale à cette section, à ce plan incliné. Elle est égale à cette composante P cosinus θ, sur la section inclinée, cette section qui est égale à A sur cosinus θ. De la même manière, cette composante qui est là, P sinus θ, tangentielle à la section de coupe, elle va engendrer une contrainte taux tangentielle qui est donnée par P sinus θ sur la section inclinée. Dans la suite de notre cours, on va s'intéresser uniquement à un plan normal. D'accord? Un plan normal. Et on va voir quelle est justement la relation entre l'effort normal et l'allongement. Delta, qu'on a appelé delta. D'accord? On sait que chaque contrainte, chaque type de contrainte, il va provoquer une déformation donnée. C'est-à-dire, si vous avez une contrainte normale, d'accord, vous aurez carrément un allongement ou bien un rétrécissement. D'accord? Dans ce cas, si on a cette barre qui est là, qui est soumise à cet effort, elle va engendrer un allongement que je vais appeler delta. D'accord? Et delta, c'est quoi? C'est la déformation epsilon sur la longueur initiale L. Donc, je vais, pour connaître le comportement justement, je vais chercher la relation entre la contrainte et la déformation. C'est-à-dire la relation entre sigma et le epsilon ou bien le delta. Et cette relation contrainte-déformation longitudinale, je vais l'appeler la loi de Hooke, qui va faire intervenir le module d'élasticité linéaire, appelé aussi le module de Young. Et pour l'avoir, je dois faire l'essai de traction, qui fait l'objet justement d'un TP, qui va me donner un diagramme sigma en fonction de la déformation epsilon qui est égale à delta sur L, et elle va me donner cette courbe qui commence par une partie linéaire, qui commence de 0 à ce point A. Cette partie linéaire, c'est une zone que j'appelle zone élastique, c'est-à-dire sur votre pièce, si vous lâchez l'effort, elle va revenir à l'état initial, à son état initial. Au-delà de ce point A, ce point limite A, vous aurez une zone de déformation plastique et c'est une zone de non-retour qui va se terminer par une rupture de votre pièce. Nous, dans le cas
RDM, de la résistance des matériaux, appelée aussi l'élasticité, on va travailler uniquement dans la partie linéaire. Et dans cette partie linéaire, la pente de cette courbe, c'est ce que j'appelle le module de Young. D'accord? Et la loi de Hooke, c'est une courbe, c'est une loi linéaire. Donc, la contrainte normale, elle est proportionnelle à la déformation et on va travailler toujours dans cette zone linéaire. Cette loi linéaire, elle fait intervenir le E, c'est la pente de votre courbe, appelée module d'élasticité linéaire ou bien module de Young, grand E. Et c'est une caractéristique intrinsèque du matériau, c'est-à-dire chaque matériau a son propre module de Young. Par exemple, pour l'acier, le module de Young, il dépasse 200 000 mégapascales. Vous voyez ici la grande valeur de ces modules. Donc, je reviens aux équations. Je veux tirer justement l'allongement, l'équation de l'allongement. Je sais que sigma, c'est l'effort normal que vous avez obtenu à partir de la méthode de coupe sur la section de coupe. Il est aussi donné par la loi de Hooke, donc sigma égale le module de Young fois la déformation. Et la déformation, elle est donnée par delta sur L, ce qui me permet de tirer directement le delta en millimètres. C'est l'effort normal fois la longueur de votre poutre sur le module de Young de votre matériau sur la section de coupe. Cette équation qui est là, elle est valable pour un barreau, comme celui qu'on a vu ici, un barreau de même section et de même matériau. D'accord? Donc, elle est valable pour un barreau de même section et de même module de Young. Si vous avez un barreau qui n'a pas de même section, la section, elle varie en fonction de X. Là, vous allez trouver que N aussi varie en fonction de X. Et là, nous allons intégrer carrément, on va utiliser l'intégrale de 0 à X. Et pour chaque valeur de N et pour chaque valeur de N, de S qui varie en fonction de X. Une autre remarque, si vous avez, lorsque vous avez une barre constituée de plusieurs tronçons. D'accord? Par exemple, là, j'ai 3 tronçons, AC, CD et DB, qui sont de matériaux élastiques, toujours élastiques. Des matériaux élastiques différents, c'est-à-dire des nombres, des modules de Young différents. Le déplacement total de cette poutre qui est soumise à la traction, c'est la somme des déplacements unitaires pour chaque barre. C'est-à-dire, comment je vais faire? Comment je vais procéder? Je vais prendre le premier élément, AC, le premier barreau. Je vais faire une coupe ici. Je vais calculer le N1. Et je vais appliquer delta 1, qui est égal à N1 L1 sur E1 A1. Et je vais faire une coupe aussi ici pour avoir le N2. Et je vais faire une troisième coupe et ainsi de suite. Le delta total, c'est la somme des deltas unitaires. Et là, vous pouvez avoir un delta négatif. Attention, on peut avoir, si on applique une force comme ça, ou bien une force quelque part, plusieurs forces qui sont appliquées sur les différents tronçons, on peut obtenir un delta négatif quelque part ici. L'essentiel, que votre delta total, c'est la somme arithmétique de tous les déplacements unitaires. Autre remarque très importante. Par la suite, si vous voulez. Par la suite. Après, une fois on termine, on donne l'occasion de donner des questions. Maintenant, si vous avez l'essai de traction, on a aussi constaté qu'en plus de la déformation longitudinale, par exemple, dans le cas de la traction, si vous avez une poutre comme ça, et que j'applique une traction, je vais augmenter la longueur de cette poutre. C'est normal, il y a un allongement. On a remarqué aussi qu'il y a une déformation dans ce sens transversal. Et cette déformation, c'est une diminution maintenant de longueur, de diamètre. Par exemple, si vous avez un cercle ou bien si vous avez une diminution de cette, d'accord, de X ou bien de Y. Vous avez une diminution de cette dimension transversale, suivant X ou bien suivant Y. Parce que vous avez la même masse. Donc, si vous prenez, par exemple,
une pâte à modeler et vous allez l'allonger, vous allez remarquer qu'il y a une diminution de diamètre, c'est-à-dire la direction perpendiculaire. Même chose si vous avez, par exemple, cette barre rectangulaire, vous allez faire un allongement, étant donné que la masse, elle est la même, donc vous aurez une diminution suivant X, une augmentation, un allongement suivant X, et une diminution transversale suivant Z et suivant Y aussi. D'accord? Et expérimentalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le rapport de epsilon transversal, la déformation transversale, sur la déformation longitudinale, ce rapport, il est toujours constant pour un matériau donné. Et que cette valeur constante, je vais l'appeler le module de Poisson, ou bien le coefficient de Poisson, qui est noté par nu. Et sa valeur pour les différents métaux, elle est entre 0,25 et 0,34. Donc, pour calculer ces déformations transversales, on n'a qu'à remplacer cette équation. Epsilon x, on l'a déjà calculé. D'accord, c'est un allongement, on a calculé. Je remplace par cette équation, je remplace état par sa valeur qui est donnée pour chaque matériau, et je vais obtenir ma déformation transversale qui est donnée par cette expression qui est là. Donc le cheminement, il est clair. On tire le n, on calcule le sigma x, d'accord? On calcule le epsilon x par cette équation. Ensuite, on calcule les différents epsilon transversales. Et de là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que malgré qu'on a appliqué une contrainte uniquement suivant un axe, sigma xx, on a obtenu une déformation triaxiale suivant les trois axes. D'accord? Et dans notre niveau, à notre niveau, dans ce cours, en général, on s'intéresse uniquement à une déformation longitudinale suivant x, soit que ce soit un allongement, que ce soit un rétrécissement. Mais dans le cas réel, vous avez aussi une diminution de la dimension transversale suivant x et suivant y. On termine par la condition de résistance maintenant. Pour dimensionner notre poutre, on doit utiliser deux types de critères. Le critère de contrainte et le critère de déplacement. On définit le critère de déplacement comme le delta, l'allongement par exemple, qui ne doit pas dépasser une certaine valeur limite. C'est-à-dire, par exemple, dans une application donnée, par exemple, on exige que le déplacement ne doit pas dépasser quelques millimètres pour que votre système reste fonctionnel. D'accord? Maintenant, je reviens au critère de contrainte, c'est que votre contrainte maximale que vous avez calculée par la méthode des équations de transformation, elle ne doit pas dépasser une valeur limite, sigma admissible, qui est donnée par sigma E sur petit s. Sigma E, c'est la valeur maximale de votre courbe qui est là. Elle est donnée expérimentalement. C'est-à-dire dans la courbe de traction, sigma E, c'est cette valeur maximale. C'est à la limite de la partie linéaire, que je dois diviser par un coefficient de sécurité, petit s, qui est donné par les bureaux d'études, par les constructeurs, par les normes. Tout dépend du domaine d'application. Elle peut varier de 1, et le petit s, le coefficient de sécurité, peut varier de 1,1 jusqu'à 10. Par exemple, dans le bâtiment, la construction du bâtiment, on utilise des valeurs de 10. Comment on peut expliquer cette condition? C'est-à-dire, si votre partie linéaire élastique, c'est toute cette partie, votre contrainte E, elle est là, vous allez exiger que votre contrainte maximale ne doit pas dépasser cette contrainte divisée par 10. C'est-à-dire, vous êtes là, vous travaillez ici, donc vous êtes sûr que vous êtes très loin de zone de danger. D'accord? Et donc j'obtiens directement sigma max qui doit être inférieur à sigma E sur S, qui est appelé le critère de
en contrainte. Vous avez deux critères. Vous avez le critère en contrainte et vous avez le critère en déplacement dans ce cas.